J'ai perdu des amis, j'ai perdu des clients, des lecteurs que j'adorais, où on se voyait dans la vie réelle, et cetera. Je n'ai pas pu leur répondre quoi que ce soit, je vais me faire attaquer par ma propre entreprise, tu vois? C'était l'abattoir. Il fallait un flux, en fait, permanent de nouveaux clients pour entrer, pour trader, pour perdre leur argent qu'allait encaisser le courtier qui en faisait du beurre dessus. Eh ben, il t'envoie un courrier d'avocat. Soit tu rembourses rapidement, soit, il t'attaque en justice et alors c'est très moche, hein, parce que je reçois, 350 appels téléphoniques et 200 textos, et là je regarde l'euro franc suisse sur mon téléphone, on était à 1,15. Grosso modo, et qui n'avait pas couvert les positions de ses clients parce que système Nodling, des blablabla, perd 350 millions d'euros dans la journée et donc se retrouve potentiellement en faillite. Un peu comme sur certaines prop firmes où des mecs font des énormes gains et où la prop firme trouve une raison bidon pour leur dire vous avez fait du levier avant une stat ou une connerie dans le genre et ils te payent pas quoi. Salut Nico, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Salut Oz, très heureux de faire cette émission avec toi. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, t'habites à La Réunion, moi aussi. On n'est donc pas très forcément, loin l'un de l'autre. on est chacun chez soi, mais dehors 500 mètres entre nous deux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je crois que je t'avais envoyé un petit message sur LinkedIn, t'avais gentiment répondu, et puis depuis, voilà, on se fait des petits gueuletons, comme on dit, quoi. J'ai vu une vidéo de toi quand t'étais tout jeune, tout minot, t'étais chez... Alors FXM, c'était pas le premier poste aussi que t'as Euh, eu? C'était le deuxième, on va dire que c'était le début de l'aventure parisienne. Ouais, Le tout premier stage dans la finance, c'était chez Fortuneo d'accord. et heu et c'est quand même quelque chose qui m'a un petit peu marqué et on en parlera, peut-être plus tard dans la discussion. Parce que si tu veux, Fortuneo avait à l'époque créé la première plateforme de blog de bourse de France et bah, il y avait pas encore les réseaux sociaux, il y avait peu de forums, c'était la première plateforme de blog et je pense que c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans, le partage d'informations, l'aspect communautaire, les discussions avec les gens et cetera. Donc ça, c'était la première expérience dans le milieu du courtage pendant une petite année. Ensuite, je suis allé, faire un stage, chez Zone Bourse à Lyon parce qu'à l'époque, mon père habitait là-bas. Donc je suis allé taper à leur porte en leur disant que j'avais fait, du marketing, chez Fortuneo et que j'avais envie d'apprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale, de comprendre un peu les marchés. Donc tu sortais de l'école, t'as fait quoi comme étude? Ah, j'étais même encore en école quand j'ai commencé chez Zone Bourse. J'ai fait, un programme bachelor du groupe EDEC, l'école qui est à Lille D'accord, ok. et en troisième année, il fallait faire un stage, donc c'est là où j'ai fait le stage chez Fortuneo. En quatrième année, j'ai refait un stage et c'est là où j'ai fait le stage chez Zone Bourse et puis, l'associé du PDG de Zone Bourse, Franck Morel. Donc son associé faisait du trading dans un petit fonds. Il faisait de la gestion pour lui, sa famille, des amis proches. C'était un petit fonds, de 2-3 millions d'euros Mhm. et du coup, je me suis retrouvé, à être son assistant, pendant l'année 2008, qui était une année assez folklorique sur les marchés. Bonjour, j'arrive sur les marchés en pleine crise, dans une des crises C'est les plus clair, majeures de l'histoire. c'est clair, à -56% sur le CAC 40. Il y a des boîtes qui faisaient faillite ou presque, l'État avait dû sauver des entreprises comme Renault dans l'automobile, les bancaires avaient perdu 90. C'était un sacré carnage, ouais Mhm. et on avait réussi à finir l'année à -2. Vous avez su performer les indices, quoi. Bah, lui, il était beaucoup sur les small et les mid cap et grosso modo, c'était quelqu'un d'assez dynamique, donc ça nous permettait, quand le marché partait un peu à volo, de clairement couper une grosse partie de l'exposition, et de se retrouver quasi liquide Mhm. et puis il y a même des périodes où on a shorté en fait, je l'ai aidé à mettre en place, les premiers comptes, sur CFD pour, couvrir son portefeuille actions
et du coup, il y a des périodes où on gagnait de l'argent à la baisse sur les marchés, ce qui nous permettait, quand le marché stabilisait, de revenir à l'achat sur les small caps et puis de faire ça par palier, jusqu'à ce qu'on arrive au palier tout en bas, quoi. Est-ce que tu sais quand les CFD, sont arrivés en France? Non, je sais pas quand il a été créé, mais c'était les balbutiements, hein, on était en 2008, c'était il y a 17 ans, c'était les tout débuts d'IG Market, sur le marché français. IG qui est aujourd'hui un des leaders européens et une belle boîte, quoi. Ils étaient à Londres, je crois, au début, IG Market. Oui, comme beaucoup de grosses boîtes et comme beaucoup de produits, ça démarre chez les anglo-saxons, de toute façon. Et donc du coup, toi, tu as découvert ce milieu-là. Est-ce que toi, à titre perso, lorsque tu étais dans ces études-là, tu commençais à pratiquer? En fait, je dirais même que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est en mettant les mains un petit peu dans le cambouis que je me suis retrouvé à vouloir travailler dans la bourse et que j'ai été faire mes premières expériences dans la bourse. D'accord. Enfin, pas moi personnellement. Mes sous, oui, mais pas gérés par moi-même. Alors la petite histoire, alors il y a 2 choses. La première chose, quand j'ai 16-17 ans, j'ai un de mes oncles qui, cote une société en bourse. Il s'était associé à un Coréen, il travaillait dans les multimédias, il avait créé, une société qui s'appelait Neovia à l'époque, qui faisait des écrans plats notamment. Et j'ai eu mon premier compte titre et mes premiers 500 €, sur la bourse, sur cette action-là. Et bah, ça a bien fonctionné au début et puis ensuite, la boîte s'est crashée. C'était une toute petite valeur, une toute petite small cap, ça a été une belle aventure pendant quelques années, puis ensuite avec la concurrence, les grands groupes, les marges qui se réduisaient comme peau de chagrin, c'est un business, où il fallait, être racheté, ou avoir en tous les cas les reins très solides si tu voulais pouvoir tenir, face, Ah, les Samsung et compagnie, quoi. aux leaders mondiaux. Bah, oui, 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 complètement. Mais j'ai vu comme ça l'ascension de voilà, moi j'avais envie, moi de faire une école de commerce et puis de créer une entreprise un jour. C'est là que je me suis rendu compte à quel point, tu pouvais avoir parfois, la bonne idée ou le bon produit ou la bonne période, mais il suffit que tu pas la bonne équipe ou pas la bonne exécution ou pas le bon financement ou pas les tu vois? Créer une entreprise qui va tenir et être une belle aventure pendant 20 ou 30 ans, ça tient vraiment à un nombre de paramètres, totalement énorme. Donc il y a eu ça et puis, bah, il y a eu, l'argent que j'ai reçu malheureusement pour le décès de ma maman. Quand j'avais 13 ans, je l'ai perdu. Du coup, il y a eu un peu d'argent qui a été bloqué jusqu'à ma majorité et quand, j'ai été majeur, mon père n'y connaissait pas grand-chose en investissement et donc on est allé voir le banquier et puis on a mis de l'argent, sur des fonds sur les marchés un peu avant que ce soit la fin de la crise de la bulle des technologies, que j'ai dû perdre entre 30 et 50 en quelques trimestres, sur quelques milliers d'euros et là, je me suis dit: «Mais en fait, si un banquier ne connaît rien à la bourse et me fait acheter des fonds d'investissement qui eux-mêmes se font défoncer autant que la bourse, autant peut-être le faire moi-même, autant que voilà, si je me fais défoncer, je saurais pourquoi». Alors que là, Autant en vouloir bah, à on m'a soi-même, d'avoir fait de la merde c'est ça, que de porter la faute sur un banquier, quoi. c'est ça et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que, bah, les banquiers étaient des vendeurs de produits, que les gérants de fonds n'étaient pas forcément tous gagnants. Que globalement en France, il y avait, un gros manque d'éducation financière, qu'il y avait beaucoup de fonds d'investissement et d'assurance vie qui sous-performaient, globalement, les indices de référence et que ça datait pas d'hier et je crois que vraiment ça m'a marqué, au fer rouge et c'est peut-être d'ailleurs aujourd'hui pour ça que j'invite, les particuliers à s'éduquer, à comprendre et à faire par eux-mêmes plutôt qu'à faire faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire et qui t'envoient dans les choux
Donc voilà, des expériences, un peu douloureuses. Après, c'est quelques milliers d'euros. Bon, je te dis ça aujourd'hui. À l'époque, quand tu es jeune et que tu as 20 ans, mais quelques milliers d'euros, ça fait quand même sacrément mal. Enfin voilà, tu perdais 1 500 € à l'époque, ça faisait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Bah, c'est ce qui fait que, pour finir de payer mes études, j'ai bossé, ouais. J'ai bossé, j'ai fait une césure en 4e année, bah, là, justement, dont je parlais tout à l'heure, où j'étais, assistant d'un gérant, et puis ensuite, je suis retourné chez Zone Bourse, pour, mon dernier stage en école, et j'ai été embauché là-bas. Et là, on était au bottom de début 2009, et c'est assez rare pour le souligner. Le patron, donc Franck Morel de Zone Bourse, a eu, si je puis dire, les couilles de dire, «Bah, nous, on est un média. En France, il y a plein de médias qui donnent plein de recommandations sur plein de valeurs, dans tous les sens, sans faire de suivi, sans faire de rapport, sans jamais donner de stop de protection, et cetera. Bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte titre et un PEA au nom de la boîte, et notre abonnement de conseil, ce sera pas on achète là, on vend là, nanana, sans suivi, et cetera. Ce sera, en fait, si tu payes l'abonnement Zone Bourse, tu as accès au compte titre de la boîte. Donc nous sommes une équipe, on est plusieurs, on décide ensemble de l'allocation de notre portefeuille, qu'est-ce qu'on met comme secteur, qu'est-ce qu'on met comme entreprise, quel prix d'entrée, quel prix de sortie, quel stop, et on le partage en toute transparence avec nos clients de l'époque. Parce que toi, à l'époque, tu faisais déjà de l'analyse d'entreprise, tout ça, ou Bah, c'est grâce à eux que j'ai commencé à le faire. Voilà, donc à l'école, t'as pas appris ça. Tu as appris la macro, peut-être, enfin la finance, de manière beaucoup plus globale. Et c'est vraiment en Oui, entreprise que tu as appris à éplucher peut-être les résultats et oui. voilà, ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai eu aussi une expérience, j'ai eu une expérience au Danemark pendant 6 mois avec des cours en anglais sur les entreprises cotées, l'analyse fondamentale. Ça m'a vachement motivé. Et puis après, je suis allé chez Zone Bourse, et puis là, bah, il y avait des spécialistes de l'analyse graphique, il y avait des spécialistes de la macro, il y avait des spécialistes de l'analyse fondamentale, et c'est là que j'ai commencé à essayer de croiser tout ça. Bah, ça a cartonné en 2009, les marchés sont repartis pleine balle, donc on a vraiment envoyé du lourd, et puis après, je me suis dit que ce serait pas mal quand même que j'aille à Paris pour faire mes armes, dans des plus grosses entreprises, dans des sociétés internationales, et cetera, quoi. Donc là, tu t'es orienté vers le courtage, vers les courtiers. Ça s'est fait tout seul, en fait. FXCM à l'époque, était le leader mondial sur le marché des changes. C'est une boîte américaine à la base, FXM? Ouais, ouais, ouais. En fait, ils avaient ouvert un bureau, à Paris. Ils commençaient à peine à pénétrer le marché européen, et ils ont mis à la tête du bureau parisien un Français tunisien, Ilyes Larbi, qui était à l'époque un des meilleurs vendeurs de l'équipe de San Francisco, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils lui ont dit: «Bon, bah, vas-y, développe un bureau». Au début, il était tout seul avec un sales, et puis une analyste, et puis moi, je suis venu en renfort, et le marché du forex, des CFD, des indices de l'or, et cetera, dans les 5 années qui ont suivi, ont littéralement explosé avec, les courtiers qu'on connaît aujourd'hui, IG Markets, Saxo Bank, TMC Markets, Active Trade, XTB, eToro, et ça a été à ce moment-là, ouais, une grosse, grosse partie, sur le forex. Tu sais, la bourse, depuis à peu près 20 ans que je le suis, c'est des effets de mode, hein. Ces 5-7 dernières années, c'est les cryptos. Avant ça, c'était, les indices, avant ça, c'était le forex, avant ça, c'était les options binaires, Et c'est le marché qui crée les créateurs de contenu, qui crée les influenceurs, qui crée tout ça. Et ce sont les influenceurs qui créent les modes. D'aller sur. Là, par exemple, on a une grosse mode propre firme. Enfin, là, nous, c'est vraiment notre niche qui est ouais. en train de se développer. Vraiment, là, on commence vraiment à passer des paliers en termes de développement. Je pense que le côté courtage CFD commence à baisser un peu. Et là, voilà, je pense qu'on est en plein dans ce changement de mode, justement, que tu Ouais. étais en train de parler juste avant. Et puis après, il y a eu bah, les actions. Je sais qu'il y a aussi une mode small cap, beaucoup, avec une certaine
branche de créateurs de contenu français. Il y a quand même une grosse. Toi, je pense à David Renan, tout ça, où eux sont vraiment orientés small à Ouais, fond. complètement, complètement. T'as les spécialistes des small, les spécialistes des mid de l'analyse fondamentale, t'as les spécialistes des stratégies de dividendes, les autres du dollar cost average multi-actif comme moi je le fais pas mal. Mais à l'époque, il y en avait peu des influenceurs, voire même ça n'existait pas. En fait, c'est les courtiers à cette époque-là ont pris des jeunes qui faisaient plus ou moins de l'analyse graphique, de l'analyse fondamentale, de la macro, etc., qui pouvaient expliquer un peu ce qui se passait sur les marchés pour les clients. Et puis les médias ont aussi commencé à en parler. Hem, on a été les premiers influenceurs malgré nous, en fait. Moi, j'étais analyste pour FXR. Je devais écrire des rapports quotidiens sur le CAC, sur l'or, sur, la livre, et cetera. Si, il y avait une modification des taux d'intérêt de la banque centrale, quelle était la tendance du marché, quelles étaient les stats à suivre cette semaine. C'était une époque où le forex était très peu connu et où même il y avait pas de page forex ou de cotation forex ou de calendrier, agenda de statistiques forex sur les gros sites français. Mhm. C'est moi en tant qu'analyste de FXM avec le patron de l'époque et on est allé voir tous les gros sites, Zone Bourse, Investir, Les Échos, boursier.com, TradingSat, et cetera et en fait, on leur fournissait les flux de cotation, les flux de calendrier, nos graphiques, et cetera, pour monter leur page, forex de l'époque et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré les PDG de plein de courtiers, que j'ai fait des salons, que j'ai fait des vidéos YouTube, des réseaux sociaux. On a sponsorisé, BFM Business à sa création aussi, en 2012 me semble-t-il. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du BFM et que j'en ai fait pendant 10 ans par la suite. C'est pas que j'étais meilleur que les autres, c'est que j'étais là au tout début et à cette époque-là, quelqu'un qui parlait d'échange, il y en avait pas. Et je me rappelle à l'époque, alors c'était peut-être un petit peu plus tard, mais lorsque moi j'ai commencé le trading, donc c'est il y a de ça 13 ans, Mmh. j'étais allé au salon du trading d'André Malpel et puis je vous voyais tous, tous les analystes des courtiers CFD, tous jeunes, tous pimpants, Grave. alignés. Donc il y avait celui de d'IG, Baratez, si je dis pas de Bah, il y avait bêtises, Alexandre Baradez, il y Baradez, avait voilà. Vincent Gane, il y avait Xavier Fenot. Et aujourd'hui, bah, ils sont encore dans le game, hein, j'aurais envie de dire. Chacun a fait sa spécialité. Il y en a qui sont devenus entrepreneurs comme toi, indépendants. Ouais. Mais on en parlera un petit peu après. Mais du coup, chez FX, au passage chez FXM a duré quelques années, il me semble. Bah, il a duré 5 ans, 5 ans, d'accord. jusqu'à l'euro-franc suisse. J'ai eu, lors de conversations dans mon Discord et tout, il y a des anciens. C'est des mecs, ça fait un petit moment qu'ils sont Ouais. ça fait 20 ans qu'ils sont dans la bourse, etc. Et puis, c'est quelque chose qui les a marqués, cette période France-Suisse. Et à ton égard, ont eu des mots, on va dire, pas, toi, pas très cool. Et en Ouais. fait, j'aimerais parler un peu de ce passage avec toi parce que bah, c'est quand même un passage important dans la sphère des devises. Il y a eu quand même quelque Mmh. chose d'important qui s'est passé. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Ouais. Et ouais, aborder avec toi un peu ce passage-là de ta vie et comprendre en fait comment ça fonctionne un analyse technique au sein d'une grosse boîte comme FXM. Est-ce que tu es complètement libre de tes actions? Est-ce que tu as des ordres qui te sont donnés peut-être d'une hiérarchie pour aller orienter, pour donner une direction de marché, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce passage-là? Écoute, je sais pas si on peut dire ça, peut-être que maintenant je l'ai digéré donc que je peux t'en parler un peu plus librement. Ça fait 10 ans donc il y a prescription donc je peux je peux y aller. Hem, Ça a été une période, très, très, très difficile pour moi, ouais. Parce que, parce que j'ai été cloué au pilori par des clients, heu, de par l'absence de communication et de prise de responsabilité de l'entreprise pour laquelle je bossais, ouais. Donc pour la petite histoire, donc moi j'arrive en 2010 chez FXCM. Je travaille avec Nadia Compaoré, on développe à tous les 2 le forum français, DailyFX. Qui existe toujours, je crois qu'il appartient à une autre boîte aujourd'hui. Ouais, il a été vendu à IG, quelques années plus tard. Donc c'est toi qui as développé ce truc-là à son commencement. DailyFX France, moi j'arrive, si tu veux, c'est un forum avec une file. D'accord, Une ok. file, Ok, un bouton. Un bouton, tu l'ouvres et il y a un point CAC tous les matins de quelques lignes avec un graphique. d'accord, ok.
Donc moi, j'arrive là-dedans, je me dis: «OK, c'est un forum, faut que ce soit communautaire». Donc déjà, on fait une file de discussion sur les gens se présentent. Ensuite, on fait une section sur les indices. On fait les indices européens, le CAC, le DAX, les indices américains, les indices asiatiques. On fait une rubrique matières premières, on fait une rubrique, sur, la macroéconomie, on fait une rubrique éducative et à la fin, mais laisse tomber, c'était un forum qui faisait, 20 catégories avec des sous-catégories. Hem, on a tellement développé le forum français, donc, au même moment, si tu veux, ils créent le forum français, le forum italien, allemand, espagnol, arabe et pas encore asiatique, pas encore à l'époque. Hem, au bout de 3 ans, le forum français pèse autant que l'ensemble des forums internationaux réunis et dépasse le forum américain pour la première fois de l'histoire. Waouh. Parce que j'avais fédéré beaucoup de monde, parce que j'invitais des gens à être dedans, parce que j'avais créé une grosse communauté. Pour te dire, c'était le deuxième plus gros forum français après Boursorama. Ok, d'accord. À un moment donné, j'avais 800 messages par jour, donc 24 000 messages par mois sur le forum Mhm. et je les lisais tous. Ah ouais. Je travaillais Ouais, H24, t'étais à temps plein dessus, quoi. je travaillais le week-end, jusqu'à un moment, tu sais, où tu crées des gold members, des mecs qui peuvent donc gérer des sections par eux-mêmes, puis il y en a 2 qui se prennent le chou, donc qui s'envoient des tacles le week-end. Il y en a un qui supprime la file de l'autre, on t'appelle un dimanche, tu en repas de famille, on te dit: «Ouais, il y a machin, il est parti en sucette, il se prend la tête avec truc». Ça devient une cour d'école géante. Bref. Moi, au bout de 3 ans, vu que ça cartonne, je suis envoyé aux États-Unis, je rencontre le PDG. Le PDG me dit, «Il faut que tu formes les autres, analystes européens». Parce qu'à cette époque-là, bah, j'avais aussi mon côté, ma formation marketing. C'est-à-dire que je me suis pas arrêté tous les jours à écrire sur mon forum. J'ai créé des flux RSS. Du coup, mes analyses sur l'euro-dollar, elles se retrouvaient sur 25 sites français. Elles se retrouvaient sur, les D'accord. Investir, Boursier, partout. D'accord. Hem Donc j'ai fait ça, j'ai été former les Italiens, les Allemands, les Espagnols et cetera. Et tout se passait très, 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 très bien et hem et aux États-Unis, on m'a dit: «Voilà, on aimerait, sur le même modèle que le site américain», parce qu'aux États-Unis, ils avaient le site qui était énorme, plus le forum. Nous, on avait que les forums en France et dans les pays européens et ils m'ont dit: «Voilà, on aimerait monter un site, rencontre les analystes, américains, lis les analystes américains et traduisez les analyses des analystes américains pour commencer, pour monter votre site». Donc on monte un site internet après avoir fait le forum pendant 3 ans et sur le site, tu peux retrouver nos vidéos quotidiennes, des stratégies, des posts éducatifs, le calendrier, tout ce qui va bien. Et à ce moment-là, la direction des analystes, était aux États-Unis. On traduisait des textes des analystes américains, on traduisait les stratégies des analystes américains et on mettait en avant dans la rubrique stratégie les analyses des analystes américains et les nôtres des Français, tout en sachant que, grosso modo, on essayait quand même de suivre nos homologues et de jamais être, à l'envers. Et en ça devait être en 2012 ou en 2013, j'ai pas les graphiques sous les yeux. Parce que je voulais pas être devant l'ordinateur en même temps qu'on fait cette conversation, sinon, les graphiques peuvent vite attraper mon attention. Je crois que c'est en 2012 où on nous parle de l'euro franc suisse et du fait qu'il y a un peg sur l'euro franc suisse à 1,20, donc un seuil qui est défendu par la Banque nationale suisse. Et qui fait que l'euro franc suisse ne peut pas descendre sous ce seuil parce que de toute façon, à 1,1999 et à 1,20, il y a des milliards et des milliards à l'achat de la part de la Banque nationale Mhm. suisse, pour pas que l'euro descende sous ce seuil. D'accord. Et donc on nous parle d'une stratégie à l'époque et on nous dit: «Bah, en fait, on va faire acheter les clients, enfin on va écrire des stratégies qui feront que certains clients, voudront la suivre et achèteront à 1,20 et permettront à la paire de décaler si la Banque nationale suisse tape. Parce qu'en fait, c'était une époque où les banques centrales tapaient dans le marché.
Taper dans le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque centrale, elle envoie quelques milliards dans la nuit et que tu peux avoir un mouvement sur le marché des changes absolument énorme. Et ça se faisait beaucoup à l'époque sur les paires en yens avec la Banque nationale du Japon. Et fin de l'année 2012 et début 2013, on écrivait des stratégies en disant bah achetez les 1,20, les 1,20,20, les 1,20,30, parce que bah, si la Banque nationale suisse intervient comme la Banque nationale japonaise le fait régulièrement, bah, il se pourrait qu'on monte à 1,22 ou 1,24, voire 1,25. Janvier 2013, on passe de 1,20 à 1,25. Donc là, autant te dire que tous les clients sont super contents. Sur le Forex, beaucoup de gens tradent en levier. Tu mets 10 000 euros, levier 10, tu as 100 000 euros. La paire, elle bouge de 5%, tu gagnes 5 000 euros. On était avant la loi Sapin, là. Ouais, ouais. Donc, levier 100, t'as des mecs qui mettaient 10 000 euros, qui avaient 1 million de positions. On gagne 400 points sur l'euro franc suisse. Enfin, on gagne 600 en tout, mais on va dire que toi, tu t'es pas rentré forcément tout en bas ni sorti tout en haut, puisque en bourse, c'est souvent le cas. Tu gagnes, allez, on va dire 4%. 4% sur 1 million, ça fait 40 000 euros. Donc, tu passes de 10 000 à 50 000 balles sur ton compte. Ouais. Donc, gros stuff. Ah Donc oui. là, Ouais. on a des clients sur le forum qui sont euphoriques, on a des clients qui sont super contents, etc. 3 mois plus tard, on redescend à 21, boum, de nouveau, même chose. Hop, ça reprend 500 points. C'est la grosse stuff. Et puis en 2014, on redescend à 1,20. Et donc, bah là, les analystes américains écrivent des stratégies et disent, bah les gars, on l'a fait 2 fois, on va le faire une troisième fois. Et puis, bah si ça marche, on est content. Mais si ça marche pas, bah, on aura gagné, 1 fois ou 2 fois et puis la troisième on perd. Sauf que tu te doutes bien qu'il y a des gens qui ont pas suivi la première, pas suivi la deuxième, mais qui quand ça arrive la troisième, ils se disent: «Oh putain, ça a réussi 2 fois, j'étais pas là, la troisième je vais envoyer la sauce». Et à cette époque-là, je dis levier 100, mais le maximum prenable sur la plateforme FXCM, c'était 200. Donc tu mettais 10 000 euros, tu pouvais avoir une position de 2 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il suffit que la paire que tu trades bouge de 0,5% et ton compte il est cramé. On a les Américains qui sortent des stratégies à le acheteur d'euros francs suisses. Sur notre site, il y a leurs analyses qui ressortent. Sur la rubrique recommandations, leurs analyses ressortent. À l'époque, dans mon équipe, j'ai Vincent Gann avec moi. Vincent Gann écrit une analyse, son analyse va dans la rubrique recommandations. Moi, je me dis, bah, je vais le trader aussi, à titre personnel. Donc je prends une position au moins de 300 000 euros en comptant l'effet de levier. Et parce que à l'époque, je me disais aussi, bah, les conseilleurs sont les payeurs. Tu sais, c'était ce truc de transparence qui m'avait été insufflé par Zone Bourse. Zone Bourse qui avait à l'époque créé ses portefeuilles en réel pour mettre en avant ses conseils. Et là, je m'étais dit, bah, si je dis à mes lecteurs, regardez l'euro franc suisse, il y a un peg, il faut acheter au niveau du peg, jouer la hausse, comment mettre le stop, comment mettre les objectifs, bah, je le faisais sur ma plateforme et je mettais une copie d'écran de ma plateforme en fait à D'accord. Ouais, c'est disposition. on gagne tous ensemble ou on perd tous C'est ensemble, quoi. ça, c'est ça. Mm. Et on va sur les 1,20. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ça reprend 20-30 points parce que tu sens que la banque centrale intervient. Des mini pics, tu vois? Pas des pics de 100 points ou de 150 ou encore moins de 300 points comme, en 2012, mais plutôt des mini pics de 30-40 points. Ouais, et puis en face, il y a trop gros acteurs qui sont en train d'appuyer fort, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et et le temps passe, les semaines passent sur le seuil et je commence à le sentir un peu moins. Et puis, un jour, alors je fais attention à ce que je dis parce que c'est assez précis, on va sous les 1,20. Il y a un jour, en fait, où on va à 1,1980 et où on repasse au-dessus des 1,20. Et alors là, c'est spécial parce que grosso modo, on n'est pas allé à ce prix chez toutes les banques. D'accord. Le forex, il faut savoir qu'à l'époque, FXM avait un système de no dealing desk. Donc le dealing desk, c'est quand il y a un courtier qui est branché à des banques et que tu envoies une transaction et c'est le courtier qui passe ta transaction
avec un flux ou un autre. Le node Dealing Desk chez FXCM, c'était une plateforme qui automatiquement était reliée à 10-12 flux de grandes banques internationales, les plus grands émetteurs de la planète. Et tu pouvais, à 9h02, acheter chez Morgan Stanley, vendre à 9h05 chez JP Morgan, acheter chez HSBC à 9h08. Tu vois, le prix Mhm. qui était affiché était toujours le prix de la meilleure banque à un instant T. Mhm. Et donc, un jour, il y a une attaque. On appelle ça une attaque du floor, donc du seuil, du peg des 1,20 sur l'euro franc suisse, et on fait un 19,80. Et j'ai des clients qui se font stopper parce que ils avaient les stops à un 19,95 ou un 19,9, tu vois, ultra tight, ultra serré, bah pour sortir si ça fonctionnait pas. Et Et moi, j'avais un stop à 1,19, c'était il y a longtemps, hein, donc c'était 1,1983, je crois, de mémoire. Et après analyse des flux, et cetera, parce que Bloomberg ne donnait pas le même prix et FXM ne donnait pas le même prix, et ça a été un bordel, hein, ce jour-là, sur les différents courtiers, les différentes banques de la planète. C'est pourquoi on affiche tel prix et quelles transactions on considère comme des transactions fausses et d'autres vraies. Et donc, quels clients on rembourse ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, ils ont considéré chez FXCM que c'était un bug de cotation, qu'on n'était pas allé aussi bas sur le marché et que tous ceux qui avaient des stops sous les 1,1992, un truc comme ça, tous ceux qui avaient des stops entre 1,1992 et 1,20, c'était normal qu'ils se soient fait stopper, mais que tous ceux qui avaient des stops entre 1,1992 et 1,1980, eux, ils allaient être remboursés. Génial. Et dit: «Bon, bah, voilà les gars, 1,1992, vous avez mis 8 pips de stop sur un truc au millième, vous avez un peu abusé, quoi». Donc les gens qui avaient mis un 19,90 ou un 19,85 ou un 19,80, mettre 10, 15, 20 pips, donc c'est quand même un minimum légal. Eux ne se sont pas fait stopper. C'est que ceux qui avaient mis des stops entre 3 et 8 pips qui se sont fait stopper, et c'est la vie. Et moi, je me suis fait stopper à un 19,83, donc à 3 pips du plus bas. Et tu me diras: «Bon, bah, c'est bon Nico, ils t'ont remboursé». Oui, mais non, parce que j'étais salarié et que les salariés d'un courtier n'ont pas le droit à aux mêmes conditions de remboursement que les clients. Parce qu'il faudrait pas que l'on puisse dire qu'un salarié a profité de sa condition de salarié dans un courtier pour pouvoir avoir un remboursement client sur une transaction. Bah, bien, oui, et d'un sens, c'est pas déconnant non plus. C'est Comme, pas du tout déconnant. ouais, voilà. Simplement, si à l'époque, moi, je me considérais certes comme salarié d'un côté, mais comme client de l'autre. Et tous mes clients Mhm. sur mon forum, disons 95% de mes clients sur le forum, s'étaient fait rembourser. Et à l'époque, j'avais perdu 4000 balles et Mhm. ça m'avait un peu cassé les couilles quand même, tu vois? Bah oui. Et à ce moment-là, j'ai compris que s'il se passait quelque chose, que même dans des cas particuliers où le client pourrait être remboursé, moi, je serais pas remboursé. Et ça m'a fait flipper, OK? Donc ça, c'est des choses que personne n'a jamais su, hein, que j'ai jamais pu écrire sur le forum dédié FX à l'époque, qu'on ne m'a pas laissé dire, et cetera. Mais ce point est important. Dans les semaines qui suivent, on est vraiment sur les 1,20,00, 1,20,05, et je sens que bon, c'est quand même pas bien solide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nouvel indice, nouveau truc qui me fait me sentir pas bien. D'autres acteurs, d'autres courtiers augmentent la marge requise nécessaire pour pouvoir être en place sur l'euro franc suisse. Donc grosso modo, tu as plein de courtiers qui ont dit à tous leurs clients qui étaient en effet de levier 200, effet de levier 100, effet de levier 50: «Les gars, c'est finito, vous réduisez vos positions, heu et Parce que ça maintenant pue. c'est effet de levier, 20 ou effet de levier 40 maximum». Ouais, ouais. OK? Donc ces courtiers-là, qui sont des courtiers CFD, qui parfois ne répliquaient pas forcément les positions de leurs clients, et cetera, se sont dit: «Bon, là, il y a quand même des enjeux énormes, des montants énormes. Si ça part en sucette, on n'a pas envie que tout le monde se fasse éclater.
Donc, on réduit l'effet de levier. Et là, je me dis, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Eh ben, figure-toi qu'on reçoit le jour même ou le lendemain un email en interne du PDG de la boîte qui dit: «Les autres sont des mouettes. Ils abaissent leur niveau de levier parce qu'ils n'ont pas de plateforme solide, parce qu'ils n'ont pas autant de flux avec plein de banques que nous on a. Nous, on a un système de no dealing desk qui fait qu'on a 15 flux de la planète de tous les établissements financiers. Si demain, il y a un trou sous les 1,20, les stops vont s'activer. D'ailleurs, vous en avez eu la preuve, ils se sont activés récemment quand il y a eu le trou d'air, même s'il y a eu des petits problèmes de cotation. Ça s'est fait, nos clients ont été, ont été touchés et ça voilà, les stops ont fonctionné. Donc nous, on va même presque faire l'inverse. Alors, ils l'ont pas fait, mais ils ont pas été jusqu'à ce niveau-là, mais de dire, «Les autres sont des mauviettes, nous, on a un système solide, donc on bouge pas», tu vois? Ouais, ouais, Simple ouais, je vois. simplement, voilà, les autres ont abaissé les niveaux de levier, nous, on n'a pas bougé. Quelques jours, semaines passent, donc moi, je dois partir en vacances pour, 2 ou 3 semaines. J'ai toujours une position que j'ai réduit sur l'euro franc suisse suite à mes déboires, suite au fait que j'ai été stoppé, pas remboursé, que je me suis renseigné en interne, qu'on m'a dit que les salariés se faisaient pas rembourser, de la même manière que les clients. Moi, j'en étais même à me dire: «Tiens, bah, je vais ouvrir un compte chez un autre courtier, comme ça chez un autre courtier, je serai pas considéré comme salarié, je serai considéré comme client et s'il y a un souci, bah, je serai remboursé», tu vois? Ouais, mais t'es pas obligé de dire quand tu t'inscris chez un courtier quel métier tu fais? Si, il t'est pas interdit en tant que analyste, éducateur pour tes clients d'avoir un compte chez le concurrent, hein. Clairement pas. Et je dois partir en vacances et j'aime pas le fait d'avoir perdu de l'argent, qu'on m'explique comme en interne, c'est pas bien géré. J'aime pas le fait que les autres courtiers abaissent les leviers et que nous, on fasse un peu les fanfarons et qu'on dise: «Non, non, non, notre système, il va fonctionner». Je vais partir en vacances et donc à ce moment-là, je coupe ma position et sur le forum dédié fixe dans la file de l'euro franc suisse, je dis aux gens: «Bah, voilà, je pars en vacances, je coupe ma position, je sais pas, je le sens pas, ça bouge plus, ça attaque régulièrement, je sors». Sauf que pendant des semaines, voire des mois au préalable, dans des analyses, dans des émissions, à la télé ou dans des conférences, moi-même, ma collègue de l'époque, Vincent Gann avec qui je bossais, on en avait tous parlé. Mais étant donné que j'étais mis en avant comme le directeur des analyses de CM France, c'était moi qui représentait cette idée de l'euro franc suisse. Sauf que moi, cette idée de l'euro franc suisse, elle me venait d'où? Bah, de ma direction et des analystes américains qui eux-mêmes en parlaient énormément, le mettaient sur notre site et contradisaient leurs articles et le mettaient dans notre rubrique recommandations. Et on avait notre PDG qui nous disait: «Nous, on a un système solide, si ça marche, vous allez encore faire gagner les clients, si ça marche pas, ils seront stoppés». Donc si tu veux, moi, jeune de 31 ans, à ce moment-là, je me dis: «Bon, bah, voilà, je suis un peu baqué par ma société, par la solidité de son système, mes responsables américains, les analystes américains nous disent, d'en parler. Le boss de la boîte dit: "C'est solide, on peut y aller". Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Et puis je pars au ski et puis je suis en train de descendre les pistes et là mon manteau prend presque feu Ah ouais. parce que je reçois, 350 appels téléphoniques et 200 textos, des journalistes, d'autres analystes, des lecteurs, et là je regarde l'euro franc suisse sur mon téléphone, on était à 1,15. Donc là on n'était pas à 1,1950 ou à 1,19 ou à 1,18 ou à 1,17. On était à 1,15 et on était passé par 1,12. Donc ça veut dire qu'on avait bougé du 800 points. Je crois même qu'on a fait 1000 points dans la journée. Est-ce que ça s'est gapé ça sur le week-end ou ça a été fait en semaine ça? Alors, ça a été fait en semaine, D'accord. simplement en intraday, il y a eu un gap de 500 points. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, c'est la même quoi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La Banque nationale suisse, du jour au lendemain, comme ça le prend, le boss dit: «On arrête le floor». Comme d'habitude, il y a des attaques sur le cours, la news sort, tu as des mecs qui se disent: «Faut que je sorte», puis tu as tous ceux qui se disent: «Putain, on va les défoncer, on va Mmh. défoncer l'euro franc suisse».
Ça passe des ordres en pagaille de 1,20 à 1,19,80 et ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, tu as un flux d'ordres tellement gigantissime que là, les fameuses banques qui donnaient leur flux, eh ben, elles arrachent les câbles des ordinateurs. Elles coupent leur Ah oui. flux. Tu as toutes les banques qui disent à leurs traders, vous me coupez la cotation, vous sortez Morgan Stanley, vous sortez JP Morgan, vous sortez BNP du marché d'échange. Nous ne sommes plus ni acheteurs ni vendeurs. Donc en fait, à ce moment-là, alors que nous, notre système était le noding desk de mettre en avant 15 flux de cotation différents et de donner le meilleur, bah il n'y en avait plus. Ouais. Donc tu pouvais pas sortir puisqu'il n'y avait pas de fucking cotation. Donc les gens pouvaient pas sortir du marché. Non, les gens ils sont Ok. sortis à la réouverture du marché à 1,15. Donc Ouais. 500 points plus bas. Donc quand tu avais 10 000 euros, que tu avais pris une position en effet de levier 100 parce que tu es un peu barjot, que tu avais une position d'1 million, bah ça perd 5%, tu perds 50 000, tu as un compte de 10 000, tu te retrouves à moins 40 000. Si tu avais 100 000 euros sur ton compte, tu te retrouves à moins 400 000. Si tu te retrouves, si tu avais 200 000 300 000 euros sur le compte et que tu étais en levier, en gros levier parce que tu n'as pas peur, tu pouvais te retrouver à moins 1 million. C'est d'ailleurs ce qui a engendré la loi Sapin 2, la modification de la loi chez les CFD de créer des produits où le risque pouvait être limité avec les stops de protection garantis. Parce qu'à cette époque-là, les stops de protection n'était pas garanti en cas de gap de marché exceptionnel. Et ça, toi, c'est une discussion que j'ai eue avec Nicolas lors de l'entretien sur son podcast des Insiders que je Ouais, salue. Il y avait à un moment donné Bas qui posait la question comment se fait-il qu'on ait. Parce que moi, ça m'était arrivé sur le Brexit de devoir ouais, de l'argent au courtier. ouais. Et il disait mais quand tu te retrouves en négatif chez un courtier CFD, mais que tu n'as pas les sous pour rembourser, comment ça se passe? Et ben, il t'envoie un courrier d'avocat et soit tu rembourses rapidement, soit il t'attaque en justice. Et alors, c'est très moche hein, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que bah, les gens qui ont le plus flippé ont remboursé tout de suite. Les autres sont montés en créneau en prenant également des avocats, en gueulant sur les forums, sur les sites boursiers, et cetera et tous les courtiers étaient dans la même panade, hein. C'est tous les courtiers que je t'ai cités tout à l'heure, tout le monde en avait. Simplement, Efficax est le leader mondial, donc voilà. Oui, puis les autres courtiers, eux, avaient baissé leur levier et pas efficace. Oui, C'est ça la différence. mais ils Voilà. s'étaient retrouvés quand même avec des belles sommes en négatif chez plein de clients, donc plein de clients en détresse, plein de clients qui en parlaient sur les forums, plein de clients qui recevaient des courriers d'avocats qui les postaient sur les forums. C'était un carnage total. Et, et donc à ce moment-là, bah moi je suis en vacances, on me dit de revenir parce que la boîte est dans la merde totale et va potentiellement faire faillite. Grosso modo, FX qui n'avait pas couvert les positions de ses clients parce que système no dealing desk, blablabla, perd 350 millions d'euros dans la nuit, enfin dans la journée. Et donc se retrouve potentiellement en faillite le week-end. Je crois que c'est arrivé un jeudi ou un mercredi ou un jeudi. On m'a dit de rentrer, je suis rentré le vendredi. Le vendredi, on disait aux salariés, bah potentiellement, en fait, on fait faillite ce week-end ou bien on se fait racheter. Et ils se sont fait racheter dans le week-end. Mais ouais, putain, incroyable. Ce qui est moche pour les clients, c'est que bah, ceux qui ont remboursé, ceux qui n'ont pas remboursé, bah, c'est passé à la trappe parce que c'est remonté au niveau du régulateur, au niveau de l'État français, de l'État européen. Les courtiers se sont fait taper sur les doigts. En est né les lois sur la nécessité pour un courtier de proposer des stop garantis à leurs clients pour que ce genre d'histoire n'arrive plus jamais de l'histoire. Et du coup, bah, au fur et à mesure des trimestres, les courtiers ont passé dans leurs écritures comptables les pertes de leurs clients et ont pris les pertes pour leur gueule. Donc quelqu'un qui a remboursé, qui devait 100 000 au courtier qui a remboursé le lendemain, bah, il s'est fait un peu avoir parce que celui qui avait 100 000 à rembourser, Oui, il qui n'était pas dans l'obligation de le malheureusement faire à la fin des fins, quoi. qui a eu le cran de recevoir des courriers de relance d'huissiers, d'avocats, c'est allé très loin, hein, toutes les semaines et tous les mois pendant des mois, bah, au bout d'un an, on lui disait: «Bah, en fait Michel, c'est bon, tu nous dois plus l'argent». En fait, c'était
un demi-aveu des courtiers qu'ils avaient, que leur système n'était pas assez solide et que ça avait engendré des millions et des millions de pertes partout en Europe. Moi, à ce moment-là, je me dis: «Bon, bah, je vais rentrer en urgence et puis je vais me mettre à répondre sur le forum et puis je vais essayer d'informer les gens, si ce n'est de pouvoir les aider, au moins de les informer, de répondre à leurs questions et cetera», et là, FX dit: «Plus un seul message, nulle part, aucun. Zéro réseaux sociaux, zéro texto, zéro message sur le forum», et donc à ce moment-là, les clients, quand ils appellent, c'est à peine si les gens décrochent. Quand, les clients appellent et que les gens décrochent, ils disent, des trucs que les avocats leur ont dit de dire, «Nous allons revenir vers vous dans les plus brefs délais». Heu et moi, on me coupe complètement l'herbe sous le pied et je n'ai plus le droit de rien dire. Donc j'étais extrêmement proche de ma communauté, extrêmement proche de mes lecteurs. J'avais toujours essayé de faire mon travail du mieux que possible. J'avais toujours essayé de faire de la pédagogie, de l'éducation aussi sur l'effet de levier, les dangers et cetera. J'avais mis en avant certes cette analyse, mais qui était une analyse qu'on m'avait demandé de mettre en avant, où le patron lui-même avait dit: «On n'est pas des bleus, on va gérer et notre loading desk fera que tous les ordres passeront si, le floor saute», et j'ai été cloué au pilori par ma propre entreprise, qui ne m'a pas donné de droit de réponse et qui m'a laissé me faire complètement assassiner sur les réseaux sociaux, et il y a des gens qui ont dit: «Nicolas Chéron est parti des Fixer parce qu'il s'est fait virer des Fixer parce qu'il a coulé la boîte». C'est un truc de dingue quand même, tu vois? Qui était pas dans l'histoire et qui était de loin, beaucoup, beaucoup, je pense, ouais, se sont dit. Ah mais c'est un truc de dingue, alors que c'était une boîte mondiale. C'est une boîte mondiale. La France, c'était du pipi de chat en termes de transactions. On représentait même pas 3 de l'activité globale de la boîte, monde. C'était une société mondiale avec des analystes sur toute la planète, dirigée par des analystes américains. Tous les analystes de tous les pays et de toutes les zones économiques suivaient les analystes américains, et c'est parce que les analystes américains avaient cette strat et parce que les directeurs américains ont eu l'arrogance de penser que leur système fonctionnerait quoi qu'il arrive, qu'ils ont mis leurs clients dans la merde et que tout le monde s'est fait, éclater. Et moi, j'ai eu cette micro chance d'être en vacances, parce que sinon, qu'est-ce qui me serait arrivé à moi? Bah, je me serais retrouvé à -100 000 ou -200 000 sur mon compte, et moi en tant que salarié, on m'aurait pas fait de fleurs. Donc en fait, on aurait ponctionné mon salaire pour rembourser ma perte. J'aurais même pas pu choisir moi de il aurait fallu que je quitte l'entreprise pour ne plus être salarié et être client, et pour ne pas payer l'argent qu'on me demanderait. Enfin, heureusement qu'il y a pas eu ça, si tu veux, parce que c'est un moment de ta carrière où où tu peux faire des bêtises. Tu peux Ouais, bah, intenter ouais. à ta vie, hein, si tu veux. Moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des clients, des lecteurs que j'adorais, où on se voyait dans la vie réelle et cetera. Je n'ai pas pu leur répondre quoi que ce soit, sinon, bah, je pouvais me faire attaquer par ma propre entreprise, tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que dans le week-end, bah, j'ai le directeur général de CMC Markets, qui était le concurrent d'IG Markets et d'FXCM à l'époque, Peter Kroudas. Peter Kroudas à la City à Londres, c'est l'homme qui vaut 1 milliard. C'est un Mmh. mec qui est parti de rien, de 1 pound, et qui est monté à 1 milliard, et qui a monté un énorme courtier européen. Et Peter m'appelle et me dit: «Nicolas, on sait que tu as tout donné pour FXCM, que tu as formé des analystes internationaux, que tu fais tout, de la télé, des salons, des machins, des trucs. On sait que tu tapais même sur nous et d'autres concurrents, parce que FXM était arrogant et vous demandait de l'être. Ton bateau prend l'eau, je te propose de sauter sur le nôtre». Mmh. Et à ce moment-là, j'avais pour objectif de monter un bureau, des partenariats, de créer du contenu de qualité, et je me dis: «Bon, bah, voilà, hein, de toute façon, FXM ne m'aide pas, ne me défend pas, est en train de couler, faut que je me barre». Bah, ouais, c'est ça. Et puis tu ambitieux, t'es jeune, puis tu besoin de changer d'environnement, quoi. Parce Oui, que là, moi c'était j'avais fait devenu, complètement le tour. ouais. Les 4 premières années, je suis monté en puissance. La cinquième, je commençais à m'ennuyer, et quand ça s'est arrivé, c'était la cerise sur le gâteau. Oh bah, quand tu es jeune et que tu réussis tout et que tu es un peu, arrogant de fait parce que tu es dans une boîte qui te demande de l'être, ça te remet les pieds sur terre. Ah ouais. Tu Et comprends que ton image de marque est très importante, qu'il faut pas prendre de risques, ni pour toi ni pour tes lecteurs, que rien n'est impossible en bourse, parce que, bah, l'euro franc suisse, c'est le plus gros mouvement monétaire depuis Bretton Woods.
D'accord, ok. Donc c'est le plus gros mouvement d'une monnaie majeure en 50 piges. Ouais, ouais. Ça n'était jamais arrivé. Et là, tu comprends que voilà, le marché, t'apprend, la rigueur, l'ego, qu'il faut pas avoir d'ego, qu'il faut la mettre en veilleuse parfois, qu'il faut L'acceptation. pas se croire plus fort que les autres, ah grosse, grosse, grosse leçon, ouais. Ouais, 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 ouais. Et du coup, dans l'industrie du CFD aujourd'hui, est-ce que en 2 mots, comment cette industrie se rémunère? Parce que on sait que les spreads, du coup, c'est une partie de leur rémunération. Donc, Ouais, tu vas rentrer sur un CAC, tu as un point de spread, contrairement au futur où là, tu as des commissions fixes. Peu importe le spread, ouais. tu as des commissions fixes. Là, c'est la hauteur du spread. Si tu es stop garanti, c'est un peu plus. Si tu es en dehors des heures de cotation, c'est un peu plus. Enfin, bon, bref, ils jouent là-dessus. Mais est-ce qu'à côté, on est vraiment sur un truc où euh, le client est la contrepartie du broker, ou alors est-ce que le broker derrière réplique absolument toutes les positions de leurs clients, ou alors est-ce qu'il y a des data analyses qui sont faites, on connaît les mots comme le adbook, le bbook, etc. Est-ce qu'il y a des data analyses qui sont faites pour justement arbitrer les entrées en position sur le marché réel par rapport à ce que font leurs clients? Voilà. Est-ce qu'il y a des... En gros, comment se rémunèrent ces boîtes? Pendant des années, j'ai pensé que, les courtiers se rémunéraient uniquement sur le spread et puis les frais overnight, les faits de levier, et cetera. Hem Et puis, j'ai rapidement compris qu'il y avait 2 types de courtiers. Il y avait les gros, gros qui avaient des milliers, des millions de clients, et il y avait les petits, des petits qui avaient globalement, 95 de perdants, de traders perdants Oui, parce bah ça, de toute que façon, c'est la moyenne, hein. voilà, c'est la moyenne et en fait, si tu es courtier et que tu es pas bête, tu te dis, bon, j'ai 95 de perdants, ça veut dire que globalement tous les trimestres, j'ai plus de perdants que de gagnants. Ça veut dire que si je passe les ordres en bourse de mes clients, je vais perdre leur argent, puis, je vais, faire, imprimer ces pertes sur leur compte. Mais ça veut aussi dire que si je laisse mes clients trader sur des comptes en démo, en leur faisant croire que c'est du réel et que derrière ils perdent leur argent et que je mets leur compte à zéro, en fait, moi je peux encaisser l'argent de leur compte, je peux encaisser leur dépôt. Et à cette époque-là, j'ai compris qu'il y avait énormément de petits et de moyens courtiers, plus ou moins régulés, qui en fait vivaient sur la perte de leurs clients et donc en fait, c'était l'abattoir. Il fallait un flux en fait permanent de nouveaux clients pour entrer, pour trader, pour perdre leur argent qu'allait encaisser le courtier qui en faisait du beurre dessus. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit: «Je bosse chez les plus gros et les plus sérieux, donc ce n'est pas le cas» et là, je prends des pincettes ou du moins, j'utilise le conditionnel. Je ne sais pas vraiment encore te dire comment ça fonctionne. Je peux te dire que après avoir travaillé dans l'industrie pendant 4, 5, 6 ans, après avoir connu des responsables de service client de différentes entreprises américaines, anglaises et cetera, après avoir eu certaines discussions avec des mecs, en soirée, en dehors du boulot, en dehors de trucs comme ça, j'ai eu vent, donc je peux pas te le confirmer parce que je l'ai pas vu moi-même, mais j'ai eu vent du fait qu'il y avait plusieurs books. Avec les books des gros clients qui utilisaient parfois des gros leviers, qui pouvaient donc gagner beaucoup d'un coup ou perdre beaucoup d'un coup, mais sur lesquels il valait mieux couvrir 100 de leur position parce que s'ils se mettaient à gagner un gros coup et gagner des millions, valait mieux qu'on ait passé les ordres sur le marché pour pouvoir Ouais, bien avoir sûr. fait le gain et leur donner l'argent plutôt que de devoir les payer en inscrivant une perte comptable. J'ai aussi eu vent du fait qu'il y avait différents flux de prix. Et que fonction de comment tu tradais, tu avais pas le même flux. Par exemple, un trader scalper sur le CAC, le DAX, pouvait se retrouver avec des écarts de spread plus importants ou des décalages de prix par rapport au marché live plus importants parce qu'il faisait des achats-ventes toutes les 30 secondes. Eh ouais, d'accord. Donc, Donc ouais, en fait, ouais, il pouvait adapter la taille du spread en fonction de la consommation du client, quoi.
Ouais. Ouais, ok. Et quand un mec faisait du trading de carnet très rapide avec ou sans algo et que grosso modo il faisait créer beaucoup d'ordre au courtier et lui faisait perdre du pognon, au bout d'un moment on disait au client pour une raison X ou Y inventée que on souhaitait qu'il ferme son compte. Un peu comme sur certaines prop firmes où des mecs font des énormes gains et où la prop firme trouve une raison bidon pour leur dire vous avez fait du levier avant une stat ou une connerie dans le genre et ils te payent pas quoi. Au tout début, en tant qu'analyste qui fait de l'éducation, etc., je disais à mes clients, écoutez, sur des indices boursiers qui cotent 5000 points ou des monnaies qui cotent à la quatrième virgule, forcément, si vous mettez des stops 10 points, 10 pips sous un seuil psychologique énorme, vous allez prendre la mèche parce que le marché, il s'arrête pas sur des points près. Ouais, Quand un indice cote 5000, le support est à 4850, bah, on travaille une zone, on bien sûr. travaille un support. Donc, il faut toujours un stop à 30, 40, 50 points pour pas se prendre une mèche à la con. Et donc quand les gens prenaient des mèches, la plupart du temps, je regardais, tu vois? La Livre, par exemple, faisait des mèches de 80 points sous un support alors que, l'euro franc suisse faisait peut-être que des mèches de 10 points et je voyais des mecs trader la Livre avec des stops de 30 points. Je leur disais: «Mais les gars, valeur volatile ou paire volatile, vous voyez que historiquement, si vous remontez 3 mois d'historique, les mèches, elles font 50 à 80 points sous les supports, donc c'est 100 points de stop. Mhm. Sinon, vous la tradez pas». Et au début, bah, je disais aux gens: «C'est vous qui êtes pas doués». Après, bon, tu sais quand même où sont placés tous les stops de tes clients. Ouais. Donc quand, tu sais que les gens perdent en faisant du trading et que tu sais que les gens savent pas bien placer leurs stops et que, tous les courtiers peuvent voir les positions de leurs clients. Il y aurait un intérêt général, si tu veux, à ce que quand tu es un support à 1,50, on aille faire un 49, 80 pour que tous les stops soient touchés sur toutes les plateformes de tous les clients, et que ça reparte ensuite dans l'autre sens. Parce qu'en fait mais c'est pas vraiment le courtier forcément que ça, que ça sert. Parce que ça fait perdre ses clients, ils ont moins d'argent, donc ils restent moins longtemps. Mais c'est plutôt des fonds d'investissement qui savent que ça fonctionne comme ça chez les courtiers. Le fonds d'investissement, on arrive sur les 1,50 sur un seuil, pile, bah, il va défoncer le seuil pour déclencher les stops de protection des particuliers qui sont donc des positions acheteuses qui vont vendre et envoyer du flux à la vente. Donc lui, il tape le marché, il déclenche les ordres et ensuite il met une épuisette, il ramasse et il repart dans l'autre sens, une Mhm. fois qu'il a bien acheté. En fait, il vend pour acheter. C'est spécial. Faut quand même être super fort pour réussir à acheter plus que ce que tu n'as vendu, Ouais. tu vois? Ouais. Heu, donc bon, je suis toujours un peu circonspect là-dessus et je me dis que les gens disent: «Ah gna gna, les méchants brokers, les méchantes banques, gna gna gna». Bah non, non, tu t'es pris 10 stops parce que tu mets tes stops trop bas, c'est le marché qui est comme ça, tu l'apprends, tu évolues, tu modifies ta façon de faire et tu arrêtes de passer pour une victime. Par contre, quand tu vois que certains courtiers se permettaient 2 choses, parce qu'ils l'avaient écrit dans leur, statut, de coter des prix plus ou moins inférieurs ou supérieurs à Bloomberg. C'est-à-dire que nous, FXC, gros leader mondial à un moment donné, on disait que notre référence était Bloomberg, donc si on cotait un autre prix que Bloomberg, souvent les gens pouvaient demander une réclamation et se faire rembourser. D'autres courtiers disaient: «Bah nous, c'est plus ou moins Bloomberg, quoi». Entre un ITB et un euro, par exemple, il y avait aucune. C'était tout différent, quoi, hein, les cotations. Mais quand même proche. Alors que si tu allais sur d'autres courtiers beaucoup plus exotiques, là, on pouvait avoir des 10, 20, 30 points de différence. Ouais, ouais. On va dire que les gros étaient à 0,10, tous au même prix. Mais tu avais plein de courtiers exotiques qui étaient à 0,30 ou 0,50 de différence de prix. Puis t'as ceux qui répliquaient les indices et les autres qui répliquaient les futurs. Je crois Ouais, ouais, qu'ITB ouais. répliquait les futurs en termes de cotation. Donc c'était pas du tout la même chose entre un indice et un futur. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure au début de cette interview, j'ai eu un compte Market. Market est un des plus gros courtiers européens. J'adore leur équipe, française, j'ai encore un compte chez eux et cetera. Simplement, c'est un des rares courtiers qui faisait des cotations de nuit.
et en fait, ils basaient leur cotation de nuit ou du matin tôt sur les places asiatiques et australiennes et je leur ai déjà dit, hein, sur, Twitter des fois, c'est pas parce que l'Australie prend 0,2 que tu dois envoyer le DAX prendre une mèche de 0,4 et d'inscrire un nouveau record historique avant de perdre 1 dans la séance, tu vois? Ouais, Là, ouais, je c'est vois. un peu, Ouais, c'est un peu, c'est là, des algos qui doivent calculer le truc, mais c'est un peu foireux, quoi. ah bah, je l'ai vu en 2020 si tu veux. 2020 avant le covid, il y a des mèches sur G et d'autres courtiers CFD, puisque je faisais plus de CFD après un certain moment, où on a coté des prix qui n'ont jamais coté ailleurs et là, quand tu te prends ce stop-là, bah, tu vomis tes tripes après parce que le marché derrière, il perd 30. Tu t'es pris un stop à 20 points du plus haut parce que ça a coté soi-disant la nuit selon la cotation australienne et là, tu as vraiment les boules. Moi, aujourd'hui, quand je fais un trade CFD, j'ai toujours un stop, garanti. Parce que je m'en fous complètement de payer, 0,1 de commission supplémentaire, si je sais que dans la nuit, ça décale de 500 points et que ça m'évite de cramer mon compte, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc aujourd'hui, t'as quitté la sphère, on va dire la sphère, l'industrie en tant que salarié, t'es à ton compte, c'est ça? Oui, le cheminement logique, en fait, si tu veux, après avoir appris la bourse chez Zone Bourse, les actions et puis être parti dans le forex, les CFD, les indices, les matières premières, d'avoir appris, d'avoir fait FX, CMC. D'avoir vu toutes sortes d'histoires, d'avoir vu les clients perdre, d'avoir vu les études sur le pourcentage de traders gagnants. Après, moi, mon travail, c'était quand même d'être pédagogue, vulgarisateur, éducateur. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit: «Attends, OK, tu aides des gens à faire un peu mieux, d'autres à faire moins pire, mais globalement, tu es dans une industrie où tu sais que tous les trimestres, il y a 75 de perdants». Ouais, Donc je suis revenu aux actions après. ouais. Et dans une boîte où il y avait de la bienveillance. En fait, à ce moment-là, j'ai rencontré Mathias Bacchino qui était chez Bink Bank, heu et je suis allé bosser avec lui. Lui, il a mis de la bienveillance dans le service client. On a créé plein de trucs éducatifs, il y a une étude Investment Trend tous les ans qui sortait. Pendant 2 ans, on a gagné le prix de l'accompagnement service client et de l'accompagnement éducatif. On a fait des conférences gratuites, des vidéos gratuites, des analyses, des interviews. On a mis en place plein de choses et j'aidais les gens à faire de l'investissement action, du long terme, du trend following, de la qualité, de se constituer des portefeuilles, de diversifier avec des métaux, des cryptos ou d'autres. Et j'avais vraiment l'impression là de servir la cause commune de l'investissement, en France. Ouais, on était plus sur ce jeu, le jeu du trading, comme on pouvait Ouais, l'avoir chez les courtiers CFD. Là, on était sur quelque chose de plus papa, posé. Tu vas aider ouais, ouais, ouais. l'épargnant à se constituer une épargne active pour ses vieux Bah, jours, complètement. etc. Ouais, ouais. Si tu veux, moi, il m'a fallu 10 ans, grosso modo, pour me rendre compte au bout de 10 ans que le nombre de clients qui étaient toujours, là au bout de 10 ans était très faible, que le nombre de potes que j'avais qui étaient devenus rentables en trading et qui en avaient fait leur métier était extrêmement faible et se comptait sur les doigts de mes 2 mains. Que, les gérants de portefeuille, globalement, c'était un peu un miroir aux alouettes. On l'a vu là récemment avec l'étude Spiva, 95 des gérants font moins bien que les indices de référence. Que selon certaines études de courtiers, plus les gens passent des ordres importants, plus les gens utilisent de leviers, plus leur espérance de vie est faible et donc toutes ces choses-là, j'ai eu envie de les transmettre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais un peu aux antipodes et je fais un peu chier le monde, en disant, «Faites du DCA multi-actif», parce qu'en fait, dans le monde du trading et de l'investissement, des 500 000 personnes en France qui font de la bourse, le DCA, c'est un peu chiant et on a tous envie de passer un peu des ordres, de faire un peu du swing, de faire un peu de l'optimisation et cetera. Mais moi, je parle surtout aux 80 autres de la population qui ont des livrets A ou que de l'immobilier, qui ont jamais investi un copec parce qu'en France, l'argent, c'est mal, la bourse, c'est les méchants, on sait pas faire parce que c'est compliqué, tu vois? Ah, mais le DCA, c'est la formule parfaite hein, pour l'épargnant qui a pas envie de se prendre la tête. Rien n'empêche de faire du DCA et à côté, sur un autre compte, de faire du swing, de s'amuser un peu plus. Mais le DCA, C'est ce que je franchement, c'est la conseille formule beaucoup. parfaite. Ah bah ouais, franchement, 98 des investisseurs sont des hommes, en tous les cas dans mon lectorat. On sait que les hommes ont besoin d'adrénaline et de faire des conneries de temps en temps. Donc en fait, avoir un compte propre firme, un compte trading, un compte CFD, un compte effet de levier avec une partie de ton equity, pour faire, des fois des choses bien, des fois des choses moins bien, OK.
Mais sinon, il faut acheter un peu d'or, un peu d'argent, un peu de crypto, un peu d'actions, un peu d'ETF, bah, tous les mois, tous les ans, toute ta vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, du coup, c'est là C'est que tu parlais de Mathias tout à l'heure. Donc là, il gère, enfin, il est responsable France ouais, de Trade Trade Republic, si je dis Republic. pas de bêtises, avec qui tu travailles en tant qu'influenceur, entre guillemets, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, en tant qu'influenceur, toi, tu as une légitimité, c'est que tu es un des seuls à avoir une certif, je crois, AMF. Moi, j'ai passé le certificat d'influence responsable, ouais, qui a été créé entre la RPP et l'AMF. Bah, c'est notamment pour toute petite publicité. Moi, que c'est une publicité, je le dis ouvertement, c'est écrit sur mes réseaux sociaux, c'est écrit sur mon site. J'utilise des disclaimers dès que je parle de produits. Ouais, Euh, ouais, ouais. j'ai été formé, si tu veux, dans des grands courtiers par des services juridiques et compliance qui, en tant qu'analyste représentant l'entreprise dans les médias, me demandaient énormément de choses. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai bossé pour Bink pendant 2 ans à Paris. J'ai fait de nouveau 2 ans pour Zone Bourse pendant le Covid parce qu'ils voulaient accélérer sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, il y a eu ce changement de vie à La Réunion que tu connais. Ma femme qui a eu un job ici. Et moi, si tu veux, bah ouais, j'ai pris un peu de recul parce que je me suis dit, bah, j'ai bossé pour des courtiers, des sites pendant 15 ans, mais en fait, je crée des réseaux sociaux pour eux et si un jour j'ai envie d'arrêter, j'ai rien à moi. Eh oui, Donc, j'avais créé mon LinkedIn comme tout professionnel il y a 15 ans. J'avais créé mon Twitter très tôt en 2010 parce que, tu sais, je rebondis sur l'expérience blog bourse, chez Fortuneo où je faisais les blogs de bourse. Bah, après, j'étais sur des forums boursiers. Après, j'ai été un des premiers sur Twitter, un des premiers à faire des vidéos quotidiennes sur YouTube pendant des années. ouais. Heu Et des analystes de 40-45 ans qui ont bossé chez des courtiers, qui ont fait de l'éducation, de la télé, des choses comme ça. Je suis un des seuls qui était sur Instagram avant le Covid. Mhm. Et donc je me suis dit, bon, avant, l'influence, c'était Nabila vend son shampoing. Maintenant, on est en train d'aller vers quelque chose de qualitatif, avec des agréments, avec un secteur qui est de plus en plus sérieux. Je vais donc plutôt que de bosser pour une marque, un peu comme un salarié, bah, j'ai ma boîte et j'avais pas envie que de parler des actions ou que des ETF ou que d'une plateforme, plutôt qu'une autre. Donc, je me suis dit: «Bah, je vais faire du multimarque, je vais avoir un courtier, pour les débutants, généraliste, qui est, Trade Republic, mais je vais aussi bosser avec ProRealTime, plateforme que j'utilise depuis 15 ans, où tu peux plugger ton compte, IG Market, Interactive Broker ou Saxo Bank pour trader directement des graphiques pour mes lecteurs avancés. Je bosse avec Gold Avenue dans l'or, pour, de l'or physique en Suisse, Auguste Patrimoine pour tous mes clients qui, ont envie de mettre en place, des choses pour eux, pour leur famille ou qui touchent des héritages et cetera. Mon but maintenant, c'est d'être un peu le couteau suisse, le grand frère, le copain, le tonton qui connaît un peu et mes lecteurs me disent: «Bon, bah, voilà, je cherche une plateforme pour faire ci ou ça, je veux acheter de l'or, je vais là ou là». Bah, j'essaye d'avoir en fait tel un couteau suisse, une réponse à leur donner, Un quelle que réseau. soit leur demande. Tu as un réseau, Un et réseau. voilà, t'as un réseau de personnes sûres et de plateformes ou de profils sûrs. Et c'est un peu nous aussi ce qu'on fait chez TPF, hein. C'est à peu près la même chose, hein, sauf que c'est dans notre domaine, qui permet d'orienter les gens en fonction de ce qu'ils veulent vers voilà, les bonnes solutions, quoi. Bah, tu sais, c'est un peu le truc de la transparence dont on parlait tout à l'heure. Les conseilleurs sont les payeurs. Tu trouves une plateforme qui est bien, tu la testes, envoies des lecteurs dedans, derrière elle plante ou bien elle te plante. Bah, ton lectorat sait que tu as vécu la même chose qu'eux. Inversement, si la plateforme est très bien, toi tu en es client, eux ils sont clients et puis tu pas juste quelqu'un qui leur dit: «Allez là-bas, c'est bien». Tu leur montres que toi tu l'utilises et comment toi tu l'utilises. Donc ça va beaucoup plus loin, qu'une simple publicité, en fait. Moi, je ne bosse qu'avec des marques où j'ai rencontré les équipes, les PDG. ProRealTime, je le connais depuis 20 piges bientôt. J'ai commencé à utiliser la plateforme en 2006, ça fait 19 ans. Zone Bourse, j'ai fait mon premier stage chez eux en 2007, ça fait 18 piges. Donc je ne mets en avant que des marques que j'aime, que j'utilise, qui sont pas forcément toujours les meilleures, tu vois?
ou qui le sont peut-être à un moment, puis qui après, il y en a certains qui peuvent avoir des soucis ou d'autres, ça arrive, dans n'importe quel business. Et puis si aujourd'hui des marques viennent me voir et me disent, «Bah, on met le double», bah, je leur dis: «Non, non», parce qu'en fait, si je vais chez vous juste pour le prix, ma mes lecteurs vont me dire: «Ouais, en fait, tu es juste intéressé par l'argent, il suffit qu'on te mette un chèque sur la table et tu trahis tes amis». Donc heu, donc voilà ce que j'ai mis en place, ce qui me permet de travailler à distance, de ne rentrer à Paris que 2 3 fois par an, pour voir, la communauté financière et de passer du temps, bah, à faire des restos en terrasse en short, avec toi. Dans un coin où la vie est un peu plus douce. Ouais, en ces périodes, économiques, sociales, politiques troublées, on a trouvé un meilleur équilibre ici de bon vivre, de bien vivre, de partage, de gens adorables, et après 15 20 ans à Paris dans la bourse, en costard, sur les champs, je te cache pas que ça me fait du bien. Je me sens un peu plus aligné avec mes principes de vie. Vraiment très heureux en tout cas d'avoir pu discuter avec toi aujourd'hui sur ce podcast. Moi, j'ai jamais raconté tout ça, donc là, j'espère que je vais pas me prendre un procès des films. Ah mais renseigne-toi bien sur les dates pour être sûr qu'il y a prescription. Et s'il faut, on décalera un Pas petit si peu ça la sortie fonctionne. on décalera un peu la sortie du podcast. Non, bah, en tout cas, c'était super. Tu t'es livré, t'as pas hésité à accepter déjà la proposition. Puis moi, je t'avais parlé les choses dont je souhaitais aborder. Tu as accepté sans sourciller. Donc, bah, écoute, on se retrouve d'ici d'ici 30 minutes au resto et- pour passer l'après-midi en terrasse. Carrément. Eh ben, Ouais. écoute, merci de ton invitation, c'était très sympa, et peut-être que certains anciens, certains vieux lecteurs, heu, ne changeront peut-être pas du tout au tout, me concernant, mais se diront que, bah, Les histoires sont plus j'en ai quand compliquées même, qu'elles pourraient paraître, quoi. ouais, Ouais. j'en ai beaucoup pâti et on a bien profité de me clouer au pilori et suivi, en tant que salarié, les ordres qu'on me donnait à l'époque, quoi. Voilà, voilà. Ok, Nico, merci pour tout. À plus. À plus, ciao. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.